On vit dans une période de divorce assez profond entre le discours des élites sur l'urbanisme et la façon dont les classes moyennes ont tendance à voir leur cadre de vie, etc. Par exemple, les architectes, une partie des politiques louent les vertus de la ville dense, et en même temps, l'habitat pavillonnaire et la maison individuelle est quelque chose de traître, plébiscité de matière écrasante par les Français. Moi, ce que j'en tire comme conclusion, c'est qu'il est peut-être hasardeux de s'imaginer qu'on va supprimer la voiture. Je pense que comment elle devrait fonctionner, à l'avenir, je crois qu'il y a 2 points. Alors un qui n'a pas grand-chose à voir avec le fonctionnement, mais qui est, je dirais, de les remettre dans le système de pensée légitime de la mobilité en Île-de-France. C'est-à-dire qu'on les a un peu oubliés et cachés parce qu'on ne veut pas voir que l'automobile reste, y compris sur un territoire comme l'Île-de-France, un moyen de déplacement important pour une partie importante de la population. Alors après, si on arrive sur les sujets plus techniques, moi ce qui me semble, c'est que on a d'énormes capacités de régulation du système par les nouvelles technologies qui sont plus si nouvelles que ça aujourd'hui et qui sont encore très peu utilisées. Le contrôle d'accès, ça concerne quelques bretelles, pas beaucoup. La variabilité des limites de vitesse, c'est très peu de choses. Tout ce qui concerne la réservation de voies des véhicules à haute occupation, j'ai l'impression que ça commence à s'enclencher. Enfin, on a quand même pris 40 ans de retard dans ce domaine-là sur les États-Unis. Donc, je crois que tout ça peut apporter un certain nombre de bénéfices du point de vue de la mobilité. On a un réseau routier, donc avec des voitures. Je pense que l'enjeu principal, c'est d'utiliser ce réseau, qui est de bonne qualité, pour en faire autre chose qu'un aspirateur à voiture. Et donc, l'idée, c'est de le transformer en un réseau supplémentaire de transport collectif. Je pense que c'est vraiment le premier enjeu. Alors, l'enjeu, c'est de pouvoir réutiliser l'opportunité de cette infrastructure existante pour développer toutes les nouvelles mobilités qui apparaissent, pour développer des usages de covoiturage, pour développer les trains de véhicules autonomes lorsqu'ils pourront apparaître, pour développer des expérimentations et pour faciliter la multimodalité et le report vers des nouveaux usages et bien profiter de cette infrastructure qui est déjà là et dont on peut faire évoluer les usages qui sont aujourd'hui très limités à la voiture. Probablement, effectivement, plus de massification, d'utilisation de caisses, de trains routiers en quelque sorte, des camions autonomes mieux remplis et qui ont une technologie, une motorisation beaucoup plus propre qu'aujourd'hui et organisée par une tarification qui pousse à un comportement d'utilisation de ces voiries à des heures creuses et à des façons beaucoup plus optimisées qu'aujourd'hui d'utiliser ces voiries. Nous avons, dans l'aménagement de cette métropole, un devoir d'équité territoriale qu'il faut restaurer. Et l'un des moyens de restaurer cette équité territoriale, c'est précisément de disposer d'un bon réseau de transport collectif qui permette de mettre en réseau les équipements, les lieux de travail, les commerces, les lieux d'enseignement, avec les lieux d'habitation. Alors, évidemment, ça ne peut pas se faire que par le réseau de mobilité. Il faut que ça soit intégré dans une politique d'aménagement globale qui passe par la localisation des emplois et des équipements, mais aussi la mobilité résidentielle qui permet de changer d'adresse quand on change de travail. Or, aujourd'hui, c'est pratiquement impossible en Île-de-France, surtout pour le logement social. Donc, il faut une politique d'aménagement cohérente avec une politique de mobilité, de façon à diminuer les besoins de transport, d'une part, mais aussi de façon à donner vraiment une bonne accessibilité à tous les franciliens. Si on ne réfléchit que sur ce qu'on va faire des autoroutes, on loupe le sujet. Parce que le sujet, c'est l'ensemble de la mobilité, avec en particulier le point critique qui est la mobilité de proximité. Et si on ne rend pas plus aisé, plus flexible, plus fluide la mobilité de proximité, on n'arrivera pas vraiment à agir sur la mobilité globale, à mon sens. Sans compter que quand on fait des enquêtes sur un peu l'organisation des modes de vie, on rencontre toute une série de gens pour lesquels le mode de vie n'est plus gérable s'il n'y a pas la voiture, aujourd'hui. Donc ça veut dire demain s'il n'y a pas un substitut de la voiture. C'est-à-dire qui permet, avec d'autres modalités, de répondre
aux mêmes attentes, qui ne sont pas des attentes de plaisir, souvent. Les gens pour qui c'est juste un plaisir de conduire leur bagnole, c'est pas ceux qui posent le plus de problèmes, mais c'est les gens pour qui l'organisation du mode de vie s'effondre s'il n'y a pas un moyen de déplacement automobile. Alors la question de l'acceptabilité sociale est importante, mais je ne pense pas que ces offres soient excluantes finalement. Pour moi, c'est quelque chose en plus. Si on arrive à les tarifer correctement pour que ce soit attractif pour tous, peut-être même le tarif, si c'est porté par la collectivité publique, peut être plus ou moins modulé en fonction des revenus de chacun. Mais l'idée, ce serait vraiment par l'aménagement, donc l'allocation des différentes voies structurantes, et puis par la tarification, ce serait d'arriver vers une offre qui soit plus performante que la voiture individuelle, et notamment pour les personnes qui habitent le plus loin, en deuxième couronne, qui sont pas forcément les plus favorisées. Donc ça permettrait de traiter à la fois les questions environnementales, réduire les nuisances, réduire le nombre de véhicules en circulation, et puis de s'adresser à peut-être ceux qui ont aujourd'hui le moins d'alternatives si on en reste au tout essai versus tout voiture, et qui sont aussi peut-être des personnes qui n'ont pas forcément des revenus au-dessus de la moyenne des revenus de l'Île-de-France. L'enjeu d'intervenir sur le territoire à horizon 2030 ou 2050, c'est donc de prévoir. Et prévoir, c'est aussi prendre des risques. C'est aussi considérer que ce qu'on imagine aujourd'hui ne se déroulera pas forcément comme on l'a prévu. Et c'est donc aussi considérer que les solutions auxquelles on répond aujourd'hui vont entraîner d'autres problèmes. L'enjeu de l'aménagement, de la proposition d'intervention sur ce territoire-là, c'est de proposer surtout une approche dynamique, quelque chose qui pourra s'adapter et qui sera évolutif. Donc oui, il n'y a pas besoin d'attendre 2030 ou 2050 pour que peut-être des véhicules autonomes circulent. On peut réagir tout de suite, proposer des solutions immédiates, mais on sait bien que ces solutions s'accompagneront de nouveaux problèmes. Et donc, il faut donc que le projet qu'on porte permette de s'adapter et d'évoluer aussi. Ce qui veut dire que peut-être que des choix qu'on a pris en 2020 seront à réinventer et à repenser en 2030 et encore plus en 2050. Ça, c'est un enjeu fondamental. Il n'y a pas de solution pérenne, il n'y a que des solutions qui peuvent être évolutives, notamment en termes de mobilité. Cette consultation, elle est pour nous une rare occasion de fédérer des acteurs privés comme publics autour d'un projet territorial. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi de rassembler dans notre groupement aussi bien des théoriciens de la ville que des techniciens de l'aménagement du territoire, des transports, des acteurs de la mobilité de demain et des gestionnaires d'autoroutes. Les travaux menés par les 4 équipes feront émerger des visions à moyen et long terme, ancrées sur la réalité et qui doivent répondre aux attentes exprimées par les populations. Se projeter aux horizons 2030 et 2050 est une opportunité rare de faire émerger une vision partagée et enthousiasmante des mobilités de demain en Île-de-France en s'appuyant sur un réseau existant offrant de larges capacités d'évolution.